suis ravi de vous retrouver ici pour parler du sujet le plus simple de la matinée, le moins sujet à polémique, les enjeux sociaux, environnementaux, éthiques et de sécurité autour de l'IA. Bruno, je voulais commencer avec toi. Quel type d'impact est-ce qu'on voit sur les compétences des collaborateurs? Est-ce que c'est un sujet qui demande uniquement de la formation? Est-ce que c'est un sujet plus large qui finalement change les dynamiques d'équipe dans la manière de travailler? Comment est-ce que vous le prenez chez Inetum en tout cas? Alors, je crois que le sujet pour nous, en tout cas chez Inetum, aujourd'hui, a été essentiellement déjà de former les collaborateurs. On a formé 28 000 salariés. Nos 28 000 salariés ont été formés, plus de 15 000 collaborateurs certifiés sur la partie AI. Et quand on parle de compétences, en fait, moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui, parce que finalement, on n'a pas la vision sur le futur, sur les conséquences exactes sur les compétences de nos collaborateurs. On n'est pas sur de l'adjonction de nouvelles compétences. Finalement, on est sur comment permettre à nos salariés de se focaliser sur la plus grosse partie de valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir avoir dans leur job tous les jours. Et donc, finalement, être plus expert sur la partie de leurs compétences qui va apporter de la valeur ajoutée aux clients ou en interne. Donc ça, c'est un point important parce que finalement, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, les nouvelles compétences qui vont venir avec l'AI seront pour le futur, plus que sur l'aspect immédiat. Après, est-ce que ça change la dynamique de travail entre les équipes? C'est évident et c'est notre objectif, c'est vraiment permettre aux collaborateurs d'aller plus vite, d'être beaucoup plus efficaces, de répondre aux besoins des clients le plus rapidement possible. Et donc forcément, ça crée une émulation qui est complètement différente et une organisation du travail qui reste différente puisque beaucoup plus rapide et beaucoup plus centrée sur ce qui doit être délivré et non pas sur comment on va gérer nos processus internes, la gestion avec la RH ou avec la finance, etc. Donc on est vraiment focalisé sur la valeur ajoutée pour les clients. Merci Bruno. Antoine, au sein du groupe HN, est-ce que c'est la même perception? Oui, à peu près. Alors, on fait le même métier. Déjà, je voudrais vous remercier de rester jusqu'à la fin parce que, comme le disait Alexandra, c'est pas évident. Et puis, juste pour l'anecdote, j'ai mon fils qui passe le bac. J'ai l'impression de repasser le bac quand je vois le titre de la table ronde, quand même. Hein. On n'a pas le sujet. On aura des le questions plus sur facile. Sénèque tout à l'heure. Donc, philosophie. Pour toi, Antoine. On a combien de temps pour résoudre cette équation? 2 heures. Donc, nous, on fait le même métier qu'Inetum, un petit peu plus petit. Hein. On est une entreprise des services du numérique. Et je dirais qu'on a deux populations principales, donc des populations tech, hein, les métiers du dev, même si j'ai entendu que certains étaient en train d'enterrer les développeurs ici dans les tables rondes précédentes. Et puis, il y a les populations de métiers. Les usages sont très différents. Évidemment, les techs doivent appréhender l'IA pour améliorer leur productivité sur peut-être des tâches à moindre valeur ajoutée. Ils n'ont pas très peur de l'IA, les devs. Et parfois, ça m'inquiète un petit peu même. On a l'impression que tout va bien aller. Alors que c'est peut-être l'arroseur arrosé, hein, pour une fois, l'IA dans le dev. Donc les devs doivent appréhender l'amélioration de leur productivité. Et les populations métiers, c'est plus aller chercher de la valeur ajoutée. Moi, je suis convaincu, je constate que l'intelligence artificielle permet de créer de la valeur ajoutée, permet aux populations métiers d'ouvrir leur réflexion et d'aller chercher autre chose et d'améliorer, d'augmenter leur pensée, en fait. Donc pour nous, il y a deux sujets différents. La productivité sur des tâches à moindre valeur ajoutée, mais aussi la création de valeur ajoutée. On parlait des développeurs, une question qui revient souvent, et Mathieu, je vais me tourner vers toi, c'est celle autour du recrutement. Alors, on se pose parfois la question, en particulier pour les développeurs, puisque c'est un des métiers qui est en train d'évoluer très rapidement grâce ou à cause de l'IA. Finalement, dans le cadre du recrutement, est-ce que l'IA a sa place? Est-ce que finalement les sujets des biais qu'on entend autour du recrutement, qui sont aussi un des points d'attention de la réglementation, on en parlera tout à l'heure, du règlement sur l'IA européen, comment est-ce que vous prenez le sujet côté OnePoint? On parle beaucoup de l'IA sur le recrutement en RH. Ça a été un des premiers sujets avec une intervention de l'IA très tôt dans le process. Le recrutement, on pourrait le qualifier en 3 étapes. Il y a une étape d'identification, une étape de qualification, une étape de connexion. Et on a vu depuis un petit bout de temps déjà l'IA arriver sur l'identification, un peu sur la qualification, et on commence à voir sur la connexion. Alors, c'est pas que je suis contre l'IA, au contraire, hein, mais je pense que c'est un passage très important pour nous faire évoluer dans notre relation à la création de valeur. Mais sur le recrutement, ça nous pousse à nous interroger. Sur les 2 premiers axes que sont l'identification et la qualification, il y a des biais évidents, on les lit partout. Il y a des algos qui sont complètement biaisés. Tant que l'algo n'est pas réentraîné, l'IA n'est pas réentraînée, qu'il n'y a pas une éthique de l'algo, il faut avoir des process qui compensent, et qui compensent de façon très imparfaite. Ça, je pense que c'est un de nos enjeux majeurs. Ensuite, il y a la connexion, qui est un point très très important, qui est
le début, c'est presque la fin du recrutement, c'est le début de la relation collective, de la relation managériale, c'est le début des ressources humaines dans l'entreprise. Et là, on voit qu'il y a des robots sociaux qui sont en train de venir. C'est au-delà des chats, on voit qu'il y a des mises en connexion. Et là, moi, j'y vois une autre interrogation, c'est qu'à la fois, on doit s'interroger sur l'éthique de l'algorithme, l'éthique de la qualification, mais je pense qu'il y a aussi sur une éthique de la relation, et pour faire écho à ce qui était dit précédemment sur le rôle des ressources humaines, il y a aussi l'éthique de l'intégration et de la connexion. On les constate, on doit certainement y travailler, peut-être en ayant des îlots safe d'IA, notamment dans l'intégration de nos collègues, parce que au détour d'une facilitation, c'est la connexion avec une entreprise, avec son mindset, avec une équipe et un collectif qui est sans doute sacrifié. Et effectivement, un des sujets dans l'intégration de l'IA, et Andrea, je me tourne vers toi, ça tombe bien, un par un, c'est cette crainte en fait, qu'on entend parfois de créer peut-être des équipes à deux vitesses, c'est-à-dire ceux qui sont équipés d'un outil d'IA, ceux qui ne le sont pas, et donc évidemment peut-être des différences de performance entre les collaborateurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois chez tes clients ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un vrai sujet, pas seulement de est-ce qu'on met à disposition cet outil, mais comment les gens l'adoptent et l'utilisent en day-to-day. Nous, on déploie une extension sur le poste de travail des employés. On a plus de 300 000 employés qui ont notre extension pour observer, comprendre et guider l'adoption des outils technologiques, et particulièrement ceux de l'IA. Et on a une étude sur ces 300 000 collaborateurs qui montre que seulement 25% d'entre eux qui ont pourtant accès à ces outils d'IA les utilisent régulièrement. Et parmi ces 25%, en moyenne, ils passent 1h15 à utiliser ces outils d'IA générative, et le top 10% de ces collaborateurs passent plus de 3 heures. Par semaine. Semaine. Donc on voit qu'il y a près de 75% des collaborateurs qui ne sont pas des utilisateurs réguliers, et parmi les 25%, il y a vraiment une forme de décalage, de disparité très forte entre le top 10% et la moyenne. Et je pense qu'on peut donner accès à ces outils, on peut former les équipes, mais si on ne met pas une stratégie de change, d'adoption très proche avec ses collaborateurs, on risque d'avoir une vraie disparité, une forme de déclassement de salariés qui ne vont pas prendre cette voie, ce mouvement sur l'IA, et qui risque d'être moins performants que les employés qui, eux, vont vraiment adopter ces outils. Effectivement, on retrouve un petit peu le débat qu'on a eu il y a une vingtaine d'années autour de la numérisation, Internet, et s'assurer que l'outil informatique, maîtrise de l'outil informatique, comme on a dit pendant longtemps, est prise en compte. Merci pour ce premier sujet autour un petit peu de l'impact sur les employés. Je voudrais passer sur le sujet plutôt des impacts environnementaux. Alors c'est un grand sujet évidemment, en particulier avec l'essor de l'IA générative, qui est une IA gourmande en ressources environnementales. Bruno, avec toi, est-ce qu'on a trouvé en fait finalement la clé ou le moyen de concilier l'essor de ces solutions et le fait que on sait, même si ce n'est pas toujours très clair, on sait qu'elles ont une consommation environnementale assez élevée. En fait, sur ce sujet-là, je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de pragmatisme. On sait que les conséquences sur l'environnement par l'IA, en termes de consommation d'eau, consommation d'électricité, consommation de matériaux lourds, sont très importants. Et donc là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je crois qu'on pourrait appliquer un peu le même pragmatisme sur les questions de la peur sur l'emploi, sur un certain nombre de sujets qui sont liés à l'IA, mais qui reviennent systématiquement à la question de la compétitivité donc, de nos entreprises. Et je crois que c'est ça le sujet fondamental. C'est-à-dire qu'on sait que ça a un impact sur l'environnement. On sait aussi que l'IA nous permettra sur un certain nombre de sujets, et je reviens sur mon exemple de la consommation d'eau par exemple, pour détecter les fuites. Il y a un certain nombre de sujets comme ça sur les transports, où on sait que l'IA nous permettra d'avoir un impact positif sur l'environnement. Donc en fait, moi ce que je souhaite surtout quand on a des discussions et des réflexions là-dessus, c'est de se dire, oui bien sûr il faut qu'on mette une norme, oui il faut qu'on ait une réflexion sur ces sujets-là pour limiter au maximum l'impact, mais un impact, il y en aura un. Et en tout cas, si on veut que nos entreprises soient compétitives, il faut qu'elles adoptent très rapidement et très fortement l'IA. Et l'adoption très forte de cette IA nous permettra de toute façon de limiter l'impact environnemental. Mathieu, côté OnePoint sur ce sujet, est-ce qu'on a trouvé en fait un équilibre entre les engagements RSE
forts des entreprises, en particulier du numérique, et puis les enjeux environnementaux, dans un contexte, et je pense que c'est aussi ce à quoi tu faisais référence, Bruno, où le monde entier ne joue pas selon les mêmes règles. C'est-à-dire, on voit que les États-Unis viennent de se retirer des accords de Paris. Donc, c'est sûr qu'on est dans un jeu mondial. Comment on fait pour concilier les deux, ou on essaye en tout cas? Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une question de compétitivité. On ne peut pas décrocher. Je pense qu'on peut aussi le faire avec d'autres types d'approches. Parce que les IA peuvent nous aider à résoudre beaucoup de problèmes, notamment environnementaux, avec une surconsommation et être l'arroseur arrosé, et voire accélérer un peu l'incendie. Il y a, avec l'usage de l'IA, un principe de transparence qui arrive. Cette transparence, elle est vis-à-vis de la façon dont on fournit des solutions et à qui on fournit ces solutions. Plutôt que d'avoir un recours unitaire à des IA avec de très larges algos, de très larges bases de données qui sont sollicitées, on voit de plus en plus qu'on peut aller sur des plus petites bases de données, des plus petits algos, beaucoup plus localisés. C'est ce qu'on voyait dans les précédentes tables rondes où on parlait même des agents internes, où on crée sa propre base de données, on crée sa propre IA, donc moins consommatrice d'énergie, moins impactante pour l'environnement. Et ça, je pense qu'on a un devoir de le proposer à nos clients. Je suis d'accord avec toi, ça ne va pas venir d'une régulation mondiale, on le voit bien, ça s'accélère là. Et c'est peut-être en fait toute l'histoire de l'IA, c'est peut-être aussi toute l'histoire de la façon dont on aborde l'évolution de cette technologie. Il n'y a pas quelque chose qui va venir la réglementer sur l'ensemble de la planète. Il y a comment est-ce que nous on va l'aborder dans notre premier périmètre. Un devoir de responsabilité en fait des acteurs du numérique sur le sujet. Mais tu le vois chez les grands éditeurs qui commencent aussi à développer des IA qui sont des IA de proximité, des petites IA beaucoup moins énergivores, et tous le font. C'est assez impressionnant. Et c'est par ailleurs eux qui sont à la manœuvre et à la manette en fait pour pouvoir proposer ces solutions plus frugales. Bruno ? Juste pour ajouter un point là-dessus, totalement d'accord avec Mathieu, parce qu'en fait finalement la localisation de la gestion de ces thématiques de l'IA est absolument essentielle. On est présent dans 20 pays, on voit bien la différence d'attente, de régulation, de culture, de loi, etc. dans chacun des pays, et donc les clients n'attendent pas forcément la même chose. Donc vraiment localiser cela permet d'avoir, nous, à notre niveau, une responsabilité, une éthique dans la gestion de ce sujet-là, mais de s'adapter vraiment aux spécificités locales. Ça revient sur le point d'avant. Tu sais, quand on parlait du recrutement, en fait, c'est notre approche face à l'utilisation de cet outil, c'est notre éthique. C'est pas que l'éthique vis-à-vis du recrutement, vis-à-vis des salariés, c'est l'éthique vis-à-vis du client et notre responsabilité sur un impact environnemental de proximité. Merci. Un autre impact, et Antoine, j'aimerais bien t'entendre dessus, c'est le sujet de la sécurité et plus particulièrement la protection des données personnelles, qui est un grand sujet dans l'IA, puisque l'IA, par définition, se nourrit de grands volumes de données. Comment on fait pour concilier finalement je dirais même pas les contraintes uniquement réglementaires liées au RGPD, mais plus généralement la protection des données personnelles des collaborateurs et des clients? Moi, je pensais qu'on en avait fini avec le RGPD. Donc, je pensais que tout le monde était à peu près à jour de ses engagements là-dessus. Déjà, je trouve ça génial, le RGPD. Je pense qu'à l'époque, on trouvait ça un petit peu compliqué. Et au fond, c'était très bien. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, on a deux sujets qui sont un petit peu compliqués à adresser parce que RH, on parle de données personnelles et IA, on parle de data. Donc là, il va falloir mélanger données personnelles et grand volume de données. Donc si j'avais la clé de résolution, je la partagerais avec plaisir maintenant, mais c'est un petit peu compliqué. Alors, on a parlé de charte tout à l'heure. Oui, il faut une charte ou pas. C'est bien d'en avoir une, mais c'est une politique globale de l'entreprise. C'est l'éthique globale de l'entreprise. Est-ce qu'on utilise tous, n'importe comment, du haut en bas de l'entreprise, ChatGPT ou un outil interne? Donc, une charte, un comité éthique, par exemple, qui peut adresser les usages de l'entreprise sur l'IA. Et puis, un environnement plus ou moins privé, enfin un outil plus ou moins privé. Alors après, la problématique quand on utilise des outils un petit peu plus petits ou resserrés, c'est qu'on peut donner envie aux utilisateurs, aux collaborateurs d'aller utiliser des outils grand public. Donc comment tu adresses le sujet on peut cadrer un maximum dans l'entreprise, mais rien n'empêche le collaborateur d'aller, avec son usage personnel, partager des données professionnelles. Et la difficulté nouvelle de l'IA, c'est que le RGPD, c'était comment on sécurise les données à l'intérieur. Et finalement, là, c'est avec l'IA, comment on va sécuriser nos données à l'extérieur, ou le partage de nos données. C'est un petit peu compliqué.
Alors justement, en fait, tu décrivais ce qu'on appelle couramment le shadow IT, c'est-à-dire l'utilisation d'outils non fournis par l'entreprise et non validés par l'entreprise. Andrea, c'est un des sujets que tu vois avec Bimi. Comment font les entreprises en fait pour essayer d'éviter l'utilisation, j'allais dire sauvage, en tout cas non contrôlée des données à l'ère de ChatGPT où tout le monde tend à envoyer ses données à l'extérieur? Déjà, la première chose, c'est de se dire que les employés n'ont pas attendu l'entreprise pour aller sur ces outils-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même un usage massif des employés, en tout cas de certains employés, sur ChatGPT, maintenant sur Claude, sur Perplexity. Tu as quelques chiffres? Dans les 25% d'utilisateurs réguliers, la majorité sont à partir des IA publiques. Alors qu'on travaille avec des très grands groupes qui ont des solutions internes. Qui ont des solutions internes, et on a des exemples de grands groupes qui ont mis des solutions internes, qui ont communiqué autour de leurs solutions internes et qui ont toujours un usage 2 fois plus élevé d'outils publics de l'IA. De ChatGPT. Parce que les employés ont l'habitude d'utiliser ces outils aussi dans le cadre personnel, parce que la communication autour des outils internes, elle est pas terrible, pas toujours terrible. On peut faire une communication à un instant T, one shot, mais l'enjeu c'est vraiment d'accompagner l'usage, d'expliquer pourquoi les fonctionnalités proposées par l'entreprise sont meilleures, de montrer l'UX aussi et la manière de l'utiliser. Et donc ça nécessite une vraie stratégie de change, d'adoption très, très profonde. Et puis c'est aussi lié à un sujet un peu plus basique, qui est que parfois les systèmes externes marchent mieux parce qu'en fait ils sont moins contrôlés, parce que finalement l'entreprise n'a pas nécessairement mis de filtre, enfin il n'y a pas de filtre en fait sur les réponses, et donc quelque part il y a peut-être aussi moins de pertinence des réponses, mais c'est pas contrôlé. Je pense que en réalité, entre un chat GPT et un outil Secure GPT qui peut être mis en place par l'entreprise, les employés ne vont pas forcément voir la différence. Je pense que c'est plus une question d'habitude. Nous, ce qu'on a observé, c'est que quand on mettait une vraie stratégie d'adoption, mais très poussée, très profonde avec les employés, on arrivait à les rediriger vers l'outil de Secure GPT mis en place par l'entreprise. Mais voilà, ça nécessite tout un travail et un travail en run, vraiment pas un travail en one shot. Oui, mais ça c'est le grand sujet effectivement de la conduite du changement et pas seulement de la formation. Peut-être le mélange de l'usage perso et pro sur un chat GPT versus un outil interne. Et tout à l'heure, on parlait de machine et machination. Peut-être que le collaborateur, il a moins peur de donner ses données dans le cloud aux États-Unis que dans son serveur local de l'entreprise. Il n'a peut-être pas envie de partager ses requêtes. Je m'en fiche si la NSA me surveille, je m'en fiche un peu moins si mon employeur me surveille. Pour rebondir sur cette histoire de machination, et voilà pourquoi on met un outil interne entreprise, peut-être qu'on va être surveillé dans les données qu'on injecte, voilà, je sais pas. Juste une aparté là-dessus, c'est qu'on travaille aussi avec des groupes qui ont décidé de bloquer l'IA publique. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'en réalité, le blocage n'est jamais total. Et sur des entreprises qui ont décidé de bloquer l'IA publique, on voit toujours 6% de tous leurs employés qui continuent d'utiliser l'IA publique. Et effectivement. Et donc c'est pour ça que la stratégie coercitive, elle ne marche pas forcément. Elle n'a jamais fonctionné. La stratégie d'accompagnement. Rappelez-vous l'essor de l'iPhone, quand on ne donnait pas l'accès aux collaborateurs, ils trouvaient un moyen pire de le faire. Je vous propose qu'on s'en arrête là pour cette table ronde. Merci messieurs. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une question dans la salle, s'il y en a. Je voulais savoir si vous aviez déjà fait l'expérience de recruter un agent et si vous mettiez en place les mêmes process de recrutement que quand vous recrutiez un collaborateur ou une collaboratrice. Un agent au sens un agent IA ? Oui. Messieurs, avez-vous recruté des agents ? Non. C'est vraiment naissant. En revanche, effectivement, il y a de plus en plus, le CEO d'NVIDIA a dit ça au CES la semaine dernière, le futur des départements informatiques, c'est d'être le département RH des agents, puisqu'en fait, si on multiplie les agents par milliers, notre rôle de spécialiste du numérique devient de vérifier que ces agents font bien leur travail, sont toujours en état de fonctionnement et ne font pas n'importe quoi. Et donc, ça devient des employés virtuels. Et donc, en tout cas, cette question va être clé à l'avenir. On a une dernière question avant de conclure. Bonjour à tous. J'ai une réflexion qui me taraude et j'aimerais avoir vos perspectives. C'est au niveau de l'éthique. Quels sont vos défis à très très court terme individuellement ? Moi, je les ai pas mal exposés sur ce que ça pouvait donner sur l'éthique du process, l'éthique de la relation. Je pense qu'il y a aussi un équilibre de la création de valeur. Je pense que
on a à se poser une question sur le capage des rémunérations qui va venir de l'utilisation de l'IA, notamment sur des logiques de recrutement, notamment sur des logiques de learning. On a vu dans une des précédentes tables rondes, une intervenante nous expliquer que ce n'était pas forcément les experts qui étaient le plus disruptés par les IA aujourd'hui parce qu'ils étaient en haut de leur courbe d'apprentissage, mais que par contre des juniors pouvaient monter très très vite. Je pense que ça va avoir un impact très rapide sur le niveau de rémunération. Et ça va nous poser la question sur l'apport de valeur dans l'entreprise. Et je crois qu'aujourd'hui, une des urgences des réflexions qu'on a dans l'équipe RH au sein de OnePoint, c'est celui-là. C'est l'impact de l'utilisation de ces IA génératives sur les rémunérations de nos collaborateurs. Et c'est une question qui est à quelques années vraiment très proche. Les rémunérations, Antoine ? Je vais répondre à la question par une autre question sur le sujet peut-être de la discrimination. Peut-être qu'on peut créer un biais positif avec l'IA et peut-être qu'on peut s'affranchir de biais ou d'une approche très personnelle sur la lecture d'un CV et que l'IA, au contraire, va répondre de manière complètement neutre, factuelle. Donc peut-être que ça a du bon sur certains sujets éthiques. Voilà, mais une touche d'espoir. Je retourne la question. Une touche d'espoir d'Antoine. Bruno, tu veux conclure ? Je ne sais pas si c'est moi qui conclura, mais en tout cas, c'est une très bonne question et je pense qu'elle est très complexe. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, en fait, dans ce que je disais, moi je considère qu'aujourd'hui l'IA, c'est une chose qui est déjà là, qui est déjà arrivée et qu'on doit prendre très très rapidement pour ne pas perdre de la compétitivité par rapport aux Américains notamment, puisqu'on utilise le cloud, la tech américaine, etc. Donc on prend, au moment où on se parle, chaque jour du retard sur ces sujets-là. Donc je suis plutôt favorable finalement une réglementation la plus transparente et légère possible pour permettre justement l'innovation, permettre l'adoption, etc. Ce qui soulève effectivement énormément d'inquiétudes sur la partie éthique. Et ça, j'en suis conscient. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à gérer les deux. Et pour moi, c'est pas antinomique. C'est pas deux choses qu'on doit gérer soit l'un, soit l'autre. C'est pas blanc ou noir. Et donc, effectivement, la question des rémunérations, la question de la diversité, de l'inclusion, des sujets qui sont très importants, par exemple pour moi et pour nous chez Inetum, il faut qu'on arrive à les gérer de manière intelligente, mais sans trop réguler malheureusement. Mathieu, tu as repris ton micro. Très rapidement. Parce que une des questions qui me taraude, on l'a abordé il y a quelques jours chez OnePoint avec un petit groupe de salariés, c'est qu'on voit chez nos clients un déranking des problématiques de diversité qui est accéléré par une crise et par un accès aux informations qui est sans borne. Et ça, c'est une question qui m'obsède aujourd'hui parce que je pense qu'on est à la veille d'une régression par rapport à ça. Et comme sur la réglementation, je crois qu'il ne faut pas attendre quelque chose de l'extérieur. Je pense que c'est une espèce d'accord Toltec avec soi-même dans l'entreprise. Mais je crois qu'il y a un sujet dessus et on travaille nous dessus. Merci messieurs, on va conclure cette table ronde. Merci pour vos questions. Ravi de continuer les débats en dehors.